Eh ben, on va passer à la dernière table ronde sur les questions d'accès effectif aux droits des personnes migrantes et on va accueillir les prochains intervenants sur la question dont on a pas mal parlé ce matin en présence de la défenseur des droits sur l'accès à un titre de séjour en préfecture et la régularisation selon des critères pragmatiques et réalistes. Donc, cette dernière table ronde porte sur l'accès au droit au séjour avec deux questions principales. D'une part, la question de la difficulté à remplir les critères complexes de régularisation qui sont interprétés de façon très restrictive par les préfectures. Et d'autre part, l'impossibilité de plus en plus fréquente de déposer une demande de titre de séjour, faute d'accès au numérique, faute de rendez-vous disponibles en ligne dans les préfectures, et ou faute d'accès à des interlocuteurs au sein des services étrangers des préfectures. Donc, cette intervention sera introduite par Julien Fromanger du Secours catholique et Lise Faron de la CIMAD, qui présenteront les constats et analyses de nos organisations au regard des préconisations de la commission d'enquête parlementaire. Ensuite, Afid Chekir témoignera de son parcours en France et de son expérience en tant qu'usager du service préfectoral tentant d'obtenir un rendez-vous sur Internet. Et enfin, Elena Deguerou-Doblé partagera son regard d'avocate sur le développement du contentieux pour accéder au guichet dans le cadre des demandes de titres de séjour. Merci Sarah, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, dans cette intervention, on va vous parler d'un ensemble de choix politiques et de pratiques administratives qui, selon nous, entravent délibérément l'accès au séjour et notamment l'accès aux premières demandes de titre de séjour et donc à la régularisation. Donc moi, je vais commencer par vous dire quelques mots concernant donc un des deux aspects principaux de ces difficultés qu'on identifie, qui sont donc les questions d'accès au guichet et de développement de dématérialisation, qui ont déjà été évoquées, notamment ce matin par Claire Hédon. Donc c'est un sujet qui a été abordé, qui a été traité par les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête et qui fait écho à nos constats. Donc nous, aujourd'hui, on constate que la dématérialisation en matière de titre de séjour est aujourd'hui le seul objectif politique en termes d'organisation de l'accès au dépôt des demandes de titre de séjour pour les mois et les années à venir, puisqu'on est sur un objectif de dématérialisation totale des demandes de titre de séjour à horizon fin 2022. Donc, on constate que donc ce choix politique, c'est vraiment la seule réponse en fait qui est aujourd'hui pensée et qu'il n'y a aucune réflexion en termes d'alternatives au numérique. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement mobilisé. Et notamment concernant les alternatives. Donc, si je reviens rapidement sur les recommandations qui ont été formées par la CEP, il y a trois recommandations qui ont été formulées sur le sujet. Une qui consiste à toujours proposer des alternatives pour les prises de rendez-vous par Internet. Une autre qui consiste à renforcer l'accompagnement pour le dépôt intégral des demandes dématérialisées. Et une troisième qui est relative aux moyens. On aura l'occasion d'y revenir. Cette question des alternatives aujourd'hui, elle est uniquement pensée sous l'angle de l'accompagnement. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble pouvoir être, qui du coup, à notre sens, aurait pu être complété sur le plan de ces recommandations. On est vraiment aujourd'hui sur un enjeu de maintenir des alternatives au numérique, quel que soit le type de démarche. C'est ce que prévoit la loi, très clairement. Et donc, la solution aujourd'hui qui est retenue notamment par le ministère de l'Intérieur et qui est proposée aux préfectures, qui consiste en fait à mettre en place des points d'accueil numériques qui bien souvent ne sont accessibles que sur rendez-vous, parfois lui-même à prendre par Internet, pour pouvoir être accompagné dans le dépôt d'une demande de titre par voie numérique, n'est pas une alternative, c'est un simple accompagnement à la saisine par voie dématérialisée et ça ne permet absolument pas de faire ces démarches de manière autonome sans dématérialisation si on n'en est pas en capacité ou que pour diverses raisons on ne souhaite pas le faire.
Donc ce développement de la dématérialisation, aujourd'hui, il est protéiforme. Il y a la question des prises de rendez-vous sur laquelle on va pas mal revenir dans les interventions suivantes. Donc voilà, là, c'est un usage du numérique pour prendre un rendez-vous, pour venir déposer en personne et en papier une demande de titre de séjour. Mais il y a aussi, donc, ce qui a déjà été évoqué, ce développement de la NEF, donc des démarches, des demandes en fait dématérialisées avec l'intégralité des pièces à scanner. Tout ça, ce qu'on constate sur le terrain, c'est des blocages hyper importants qui résultent d'une part des difficultés d'accès au numérique, de l'insuffisance du nombre de rendez-vous disponibles, des bugs des systèmes informatiques proposés. Et donc, on a tout simplement on n'a pas d'évaluation précise du chiffre, mais probablement des centaines de milliers de personnes qui sont bloquées dans leur accès aux droits, tout simplement, qui ne peuvent pas déposer une demande de titre de séjour, alors même qu'ils relèvent souvent d'une situation de plein droit, et alors même que, comme vous le savez, la demande de titre de séjour, c'est une obligation pour les personnes qui sont sans papier en France. Les autres constats qu'on partage, c'est la disparition des interlocuteurs, puisque donc la seule réponse qui est faite, c'est de se connecter sur Internet, soit pour prendre un rendez-vous, soit pour déposer sa demande. Donc la disparition des interlocuteurs en préfecture et, pareil, on y reviendra, un report des missions du service public, un report toujours plus important vers le secteur associatif, les travailleurs sociaux, les collectivités territoriales, les avocats, les juridictions, etc. Et enfin, dernier point de constat sur lequel également on aura l'occasion de revenir, c'est le fait que de plus en plus, pour les personnes qui doivent accéder au service public pour demander un titre de séjour, de fait, le service public devient payant, même si de nombreuses préfectures écrivent aujourd'hui sur leur site internet: attention, obtenir un rendez-vous, c'est gratuit. En fait, la saturation, la rareté des rendez-vous fait que des personnes vont pouvoir être amenées à essayer d'acheter des rendez-vous qui se revendent ou devoir payer, on va en reparler, mais devoir payer pour faire des captures d'écran ou pour accéder à un avocat, etc. Donc il y a tout un ensemble, euh, tout un système en fait qui se développe autour du fait du blocage généré par le système mis en place par les administrations, qui rend de fait aujourd'hui payant l'accès aux services publics. Donc on y reviendra en conclusion, mais on se situe dans la même logique que les recommandations de la CEP, à la nuance près, comme je le disais, qu'on a vraiment un gros point d'attention sur la question de l'alternative réelle et effective au numérique et pas simplement de l'accompagnement à cette saisine par voie électronique. Je m'en tiens là et Julien, je te laisse compléter sur le deuxième point. Oui, bonjour. Donc, du coup, je vais introduire sur la question de la régularisation des personnes sans papier. Nos associations demandent et appellent en fait des mesures de régularisation pour de nombreuses personnes qui vivent en France et qui, pour la plupart travaillent souvent dans le secteur informel, mais qui parfois aussi travaillent de manière déclarée. On peut rappeler que la présence d'un nombre significatif de personnes sans papier en France est une constante et qu'elle est le résultat d'une politique restrictive du droit au séjour qui perdure depuis une trentaine d'années. Voilà, depuis une trentaine d'années, il y a en moyenne une loi tous les 2 ans qui vient restreindre le droit à la régulation de ces personnes et qui, du coup, ne prend pas en compte un certain nombre de situations, de réalités. C'est ce qu'on va voir avec M. Chekir qui est présent là, qui va pouvoir un peu témoigner. Il y a comment dire, des petits pas ou des reconnaissances de ces situations que vivent les personnes avec les circulaires qui sont intervenues voilà, en 98, en 2006 et dernièrement en 2012. Elles ont le mérite de faire reconnaître la situation de personnes en fait, qui vivent en France et qui sont dans l'impossibilité de se régulariser et que cette impossibilité de régulation, ça provoque un gâchis. Ça provoque un gâchis à la fois pour les personnes, mais c'est aussi un gâchis pour l'État. Et la prise en compte, la mise en œuvre de ces circulaires, en fait, reconnaît ça, que du coup, il y a quand même un besoin aussi pour l'État, puisque ça permet aussi aux personnes de contribuer pleinement en fait, à
à la société. On peut parler du coup, dans ces situations de personnes, on peut parler des travailleurs, sans papier qui, occupent, des emplois qui répondent en fait à des besoins économiques. L'absence de régularisation, ou plutôt le besoin de régularisation permettrait en fait une reconnaissance du rôle de ces personnes, dans la société. Ça me permettrait aussi de réduire, les poches de travail, informelles. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont, hébergées dans les dispositifs du 115, dans des hôtels, dans des centres d'hébergement, pendant de nombreuses années et dont, la régularisation permettrait en fait d'être autonome et de cesser d'être hébergé dans des conditions très précaires. On l'a évoqué, sur la dernière table ronde, la situation des jeunes majeurs aussi, dont l'absence de régularisation empêche en fait un parcours d'insertion, normal. Et donc, la question de ce maintien, en situation irrégulière de ces personnes, est d'autant plus, pertinente et urgente aujourd'hui, que, on fait face en fait à un besoin, et c'est d'ailleurs regrettable que le rapport de la commission d'enquête, n'en fasse, pas état, ne traite pas du tout cette, question, puisque c'est un levier, quand même, c'est une expression qui peut être consacrée maintenant, mais c'est un puissant, déterminant, de l'accès au droit et de l'intégration, économique. Donc je disais à la fois pour les personnes, mais aussi, heu, pour l'État. Il faudrait donc, heu, changer de posture, que le titre de séjour en fait, soit vu comme, quelque chose qui permette, la pleine intégration, et pas, comme on est depuis, une vingtaine d'années, sur, une posture où en fait on doit, montrer patte blanche et s'intégrer pour ensuite avoir un titre de séjour. Hem, je vous propose d'entendre, monsieur Chekir qui va un peu nous, évoquer en fait, son parcours et qui va permettre à la fois de mettre en lumière, le gâchis finalement d'une situation, difficile en l'absence de titre de séjour, mais aussi les difficultés, d'accès à un titre de séjour, auprès de la préfecture. Hem, Monsieur Chekir, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement plutôt, les motifs ou pourquoi vous avez quitté du coup votre pays? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chekir Hafid, je suis d'origine algérienne. Je suis arrivé en France en janvier 2016. Donc, au début, j'étais hébergé chez un cousin il a un appart, on peut dire un appart, mais un petit appart, que, en fait, il passe 6 mois en France et 6 mois en Algérie. Donc, pendant les 6 mois qu'il passe en Algérie, j'étais censé occuper son appart. Mais il m'a appelé parce que sa femme est tombée malade, donc il était obligé de revenir en France. Donc voilà, je me suis retrouvé presque à la rue parce qu'il m'a dit c'est urgent, il faut que je revienne. Sa femme elle doit être hospitalisée en France. Donc voilà, j'ai appelé à gauche, à droite des amis, mais enfin, ils n'avaient pas, parce que j'étais avec ma femme qui a été enceinte. Donc, et puis, il y avait un ami qui m'a proposé d'appeler le 115, que je ne connaissais pas avant. Donc, voilà, je les ai appelés, j'ai expliqué la situation, mais ils m'ont demandé d'y aller à l'hôpital et de faire un certificat de grossesse pour ma femme, pour qu'il puisse m'héberger. Donc, voilà, on était à la Riboisière. Ils ont fait le papier, on l'a envoyé par mail, et puis vers le soir. Parce que j'étais à la rue avec ma femme, donc vers, je sais pas, 19h peut-être, ils nous ont envoyé un SMS avec l'adresse de l'hôtel pour y aller passer la nuit. Et puis on a passé 3 ou 4 jours, je crois, je ne me rappelle plus. Et puis ils nous ont demandé de changer d'hôtel parce que c'était provisoire. On a changé 3 fois, je crois, l'hôtel. Et puis ils nous ont demandé de rester dans un hôtel dans le 17e arrondissement pendant 2 ans et demi, je crois. Ouais, de 2016 jusqu'à 2010, 2 ans, ouais, jusqu'à 2018. Et puis après la naissance de ma fille, mon deuxième enfant, ils m'ont demandé de changer d'hôtel parce que c'était petit où j'étais avant.
Donc voilà, jusqu'à maintenant, je suis toujours à l'hôtel parce que j'ai pas de titre de séjour, donc je ne peux pas louer un appart, même si j'ai travaillé quand même pendant 5 ans. Jusqu'à maintenant, je travaille toujours. Mais à chaque fois que je fais une demande, enfin pour pouvoir louer, mais il me refuse toujours voilà, pour manque de pièces d'identité françaises, il me refuse toujours. Voilà, donc normalement ça fait 1 an en arrière, normalement je devais déposer ma demande de régularisation, mais faute de rendez-vous, je n'ai pas pu la déposer. Ça a commencé ça fait 1 an, en décembre 2020. Donc voilà, j'ai déposé en mois d'octobre ma demande parce qu'en fait, depuis 10 mois que j'ai essayé d'avoir un rendez-vous à la préfecture, mais c'était vraiment impossible parce que c'est sur Internet maintenant. Je me suis déplacé même à la préfecture. Ils m'ont dit ça ne sert à rien de venir ici parce que ça se passe sur Internet. En fait, j'ai essayé tous les moyens voilà. Ils m'ont dit la nuit, peut-être essayer la nuit parce que ça se débloque. Enfin, alors que c'était faux parce que j'ai essayé toutes les heures, même je reste des nuits blanches des fois. Et voilà, quand je pars au boulot, c'est ma femme qui prend le relais pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et puis, il y avait un ami qui m'a donné une adresse d'une association aide juridique, donc qui a fait un courrier à la préfecture voilà, en expliquant ma situation. J'ai donné comme preuve les captures d'écran que j'ai pris sur Internet, parce qu'à chaque fois que je fais une tentative, je fais une capture d'écran comme preuve. Voilà, voilà, j'ai mis, je sais pas, 10 mois de capture d'écran. Donc, il faut imaginer combien de nuits passées pour avoir toutes ces captures d'écran. Voilà, je l'ai fait avec les captures d'écran, avec mes fiches de paye aussi, parce que j'étais déclaré. J'ai travaillé 3 ans en tant que CDI. Donc, il a fait tout un dossier, la dame qui nous a aidé à avoir le rendez-vous. Et jusqu'en octobre passé qu'on a déposé la demande. Voilà. Et comment, du coup, vous avez pu avoir un rendez-vous? Ben, il a fait un dossier, la dame, il a envoyé le dossier, pardon, il a envoyé le dossier au tribunal administratif de Paris. Et voilà ils ont analysé le dossier. Et puis, au bout de 15 jours, ils nous ont envoyé, ils nous ont donné l'accord pour y aller à la préfecture et déposer le dossier. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup, de votre situation de travail, du coup, parce que vous dites que vous avez toujours travaillé en France? Ouais, depuis mon arrivée, ouais, j'ai fait des petits boulots au début. Voilà, j'ai travaillé un petit peu partout, dans le bâtiment, dans le ménage, dans la sécurité. Et puis en 2018, j'ai décroché un CDI dans un bureau de tabac. Donc j'ai travaillé jusqu'à ce juillet passé, 2021. Euh, en fait, le propriétaire, il a vendu son affaire. Du coup, le nouveau qui est arrivé, il ne voulait pas me reprendre parce que quand il a vu ma situation, il m'a dit non. Donc, il n'a pas accepté qu'il me fasse travailler avec son papier. Alors que le premier, on a travaillé pendant 3 ans, il n'y avait pas de souci. Donc, je ne comprenais pas trop la situation. Et là, voilà, je viens de décrocher un autre CDD, un CDD, pardon, avec un autre patron. Donc, ouais, c'était un petit peu surtout les premiers temps parce que on a travaillé dans le bâtiment quand même, c'était dur. Et on a travaillé des heures. Des fois, on finissait le boulot à 20 heures, des fois à 21 heures, alors qu'on est payé jusqu'à 8 heures, des fois 50, des fois 60 euros par jour. Voilà, c'était comme ça les débuts. Mais, euh, jusqu'à 2018, voilà. J'ai travaillé avec un patron pendant 3 ans. Et maintenant, là, je viens de décrocher encore un CDD avec un autre patron. Ok, merci. Et du coup, vous avez attendu
du coup 6 ans du coup pour pouvoir Ouais, déposer votre dossier. ouais, de janvier 2016 et ça va faire 6 ans en janvier 2022. Et voilà, jusqu'à maintenant, j'ai pas toujours mon titre de séjour. J'attends la réponse de la préfecture. Voilà, le délai, c'est de 4 mois, donc il faut attendre jusqu'à peut-être février 2022 pour avoir la réponse de la préfecture. Merci à vous. Merci à vous. Euh, Le parcours de Monsieur Chekir illustre assez bien en fait le gâchis aussi de ces années d'attente pour pouvoir peut-être enfin dans quelques mois avoir une situation et une vie normale. Monsieur Chekir a 2 enfants qui sont scolarisés. Il est notamment lui représentant de parents d'élèves, mais c'est une situation qui est assez représentative de nombreuses personnes qu'on reçoit au sein de nos permanences et accueille dans les permanences au sein de nos associations. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une urgence à ce qu'il y ait des mesures fortes de régulation qui soient prises pour reconnaître en fait de manière très pragmatique de nombreuses situations de personnes qui sont déjà en fait insérées, qui sont déjà en France et qui n'attendent en fait que le sésame pour pouvoir s'intégrer pleinement. On parle de demande de régulation, on peut aussi parler des pratiques préfectorales et des règles en fait, qui existent déjà et qui sont déjà très peu respectées, qui sont en tout cas interprétées de manière très restrictive lorsqu'elles ne sont pas bafouées par les administrations, par les préfectures. La régularisation, aujourd'hui, elle est considérée comme, par de nombreuses préfectures comme une faveur, alors que beaucoup de personnes, comme la situation de M. Chekir, aujourd'hui, c'est un droit. Et donc, voilà, ça renvoie pas mal aux difficultés qu'on a en fait, à faire reconnaître à l'administration un droit. C'est à l'image en fait, de l'accès au guichet, dont va nous parler Elena de Guéroult. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, j'assiste des personnes comme Monsieur Chekir et en fait, la mission de l'avocat, elle s'est décalée au fur et à mesure des années et elle s'est décalée au fur et à mesure des difficultés. C'est-à-dire qu'au départ, les personnes venaient nous voir parce qu'ils avaient eu un refus de titre de séjour qu'ils souhaitaient contester devant le tribunal administratif. Puis ensuite, on est venu nous voir pour accompagner les démarches administratives parce que c'était devenu de plus en plus complexe de déposer un dossier en préfecture et que les personnes faisaient aussi face à des refus de guichet. Et aujourd'hui, les personnes viennent nous voir simplement pour pouvoir accéder au guichet de la préfecture, ce qui est totalement anormal qu'une personne soit contrainte pour effectuer une simple démarche administrative de commencer par la voie judiciaire. Et cette nécessité, elle découle de la dématérialisation à marche forcée, une dématérialisation qui prend plusieurs formes. Il y a la dématérialisation aujourd'hui avec des dépôts totalement dématérialisés de demande de titre de séjour, mais également une dématérialisation pour des prises de rendez-vous pour pouvoir accéder à la préfecture, puisque plus aucune préfecture, et M. Chekir l'indiquait, plus aucune préfecture ne vous laisse rentrer si vous n'avez pas une convocation. Et cette convocation, pour beaucoup de préfectures, il y en avait 84 de préfectures et sous-préfectures en janvier 2021. Cette convocation, elle passe le plus souvent par des prises de rendez-vous par Internet avec la nécessité de saisir et de se connecter pour obtenir le rendez-vous avec cette phrase qui apparaît si on se connecte, et ça a été très bien indiqué par monsieur Chekir, à toute heure du jour ou de la nuit, il n'y a pas de plage horaire disponible. Il n'y a pas d'autre solution face à cette situation de blocage complet que de saisir le tribunal administratif. Et c'est la présidente du tribunal administratif de Versailles qui avait utilisé cette formule qui me semble très juste, c'est qu'aujourd'hui, les tribunaux administratifs sont devenus les Doctolib des préfectures. C'est eux qui distribuent les rendez-vous. Pour pouvoir saisir le tribunal administratif, on utilise un référé, ce qu'on appelle le référé mesure utile, parce qu'il n'y a pas de décision judiciaire encore, et que donc du coup c'est une procédure qui a été consacrée par le Conseil d'État selon une décision du 10 juin 2021 qui a
bien consacré que c'était cette voie-là qu'il fallait utiliser lorsqu'on ne pouvait pas accéder à un guichet de la préfecture, et qui a estimé qu'effectivement, tout étranger doit pouvoir voir sa situation examinée, et que s'il établit qu'il a tenté de parvenir à obtenir un rendez-vous sans succès, on doit enjoindre à la préfecture de donner le rendez-vous. Lors de cette audience devant le Conseil d'État, la rapporteure publique, Madame Lecor, avait indiqué vous pourriez craindre que cette voie procédurale engendre un contentieux important devant les tribunaux administratifs. Mais cette crainte ne doit pas vous arrêter, car cette situation, que nous n'hésitons pas à qualifier d'inacceptable pour la situation des étrangers dans notre pays, ne saurait perdurer. Le constat, quelques années, enfin, une année et demie après, le contentieux important, il est là, il engorge totalement les juridictions administratives. Je prends un seul exemple d'un seul tribunal administratif, celui de Montreuil, avec 1600 référés mesures utiles déposés en une année, avec des taux de satisfaction de 88%. Donc, effectivement, le constat de contentieux important, il est là. Mais ce que Madame la rapporteure publique qualifiait d'inacceptable n'a absolument pas évolué. Parce qu'il faut voir que derrière, même une fois que cette décision administrative est intervenue et enjoint au préfet de délivrer les rendez-vous, le combat n'est pas terminé et loin de là. Vous avez les délais d'exécution devant certaines préfectures. Vous avez des personnes qui ont obtenu des décisions positives et qui vont encore attendre des mois pour pouvoir avoir cette convocation devant la préfecture et déposer des délais. On a des délais qui vont aujourd'hui de 5 à 6 mois après la décision qui avait donné pourtant 1 mois à la préfecture. Pire, vous avez des préfectures et notamment une sous-préfecture, la sous-préfecture du Raincy, qui a mis en place un système. C'est-à-dire que vous avez une décision administrative qui enjoint au préfet de convoquer la personne. Eh bien, le préfet ne convoque pas la personne. C'est à l'étranger de se connecter via le site internet de démarche simplifiée, donc ça veut dire se créer un compte France Connect, et demander l'exécution de la décision administrative. C'est-à-dire qu'on répond par la dématérialisation à une impossibilité de rendez-vous à cause de la dématérialisation. On arrive à l'absurde. Et puis surtout, ce qu'il faut voir derrière, c'est que même une fois que vous avez finalement réussi à être convoqué en préfecture, vous avez toujours ces refus guichets. On vous demande des pièces, alors même qu'aujourd'hui, vous avez des textes qui fixent clairement les pièces, les personnes se voient quand même refuser l'enregistrement de leur dossier. Et qu'est-ce qu'on leur répond? Monsieur, reprenez rendez-vous sur Internet. Ça fait 10 mois que la personne fait des captures d'écran. Il y a une décision administrative qui est intervenue, qui a un coût. Le coût, il a été effectivement évoqué. Il y a un agent préfectoral qui a été mobilisé pour 15 minutes pour enregistrer le dossier. Et tout ça pour rien. Il faut recommencer simplement parce qu'il y a une demande de pièces parfaitement illégale. Donc, la situation, elle ne s'améliore pas. Elle est particulièrement compliquée. Et qu'est-ce qui finit par arriver? C'est qu'effectivement, les personnes finissent par abandonner leurs droits ou par payer pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Parce qu'effectivement, pouvoir faire un référé devant un tribunal, ça suppose de pouvoir faire des captures d'écran. Et c'est quand même des personnes qui sont parfois victimes de la fracture numérique, qui n'ont pas accès à Internet et qui n'ont pas accès à un ordinateur. Et on va venir leur demander de fournir des centaines de captures d'écran avec la date et l'heure de la connexion, parce que sinon, ça n'est pas reçu par le tribunal. Ça a été tenté parce que la plupart des personnes essayaient de se connecter avec leur téléphone portable. Simplement, c'était rejeté par les tribunaux parce qu'il n'y avait pas la date et l'heure de connexion et qu'il n'est pas possible, en fonction de certains téléphones, de pouvoir faire apparaître la date et l'heure. De la même manière, il y a plein de modules de prise de rendez-vous en ligne qui ne fonctionnent pas avec un téléphone portable. Vous avez un système erreur qui s'affiche systématiquement. Donc, finalement, les personnes finissent par payer pour obtenir un rendez-vous, ce qui revient à rendre payant effectivement le service public. Il y a aussi la difficulté de l'accès en fait, et du travail de l'avocat. Nous intervenons évidemment dans ce type de contentieux au titre de l'aide juridictionnelle. Simplement, il y a de plus en plus de bureaux d'aide juridictionnelle qui refusent l'aide juridictionnelle aux étrangers pour ce type de procédure. Et donc, les frais de justice se retrouvent du coup assumés par la personne, surtout que derrière, et depuis quelques semaines maintenant, les juridictions administratives ne condamnent plus l'État lorsque elle enjoint la préfecture de délivrer un rendez-vous. Donc au final, il faudra payer pour pouvoir effectivement faire une procédure pour pouvoir accéder au service public. Et puis il y a cette délégation effectivement du service public qui repose sur le secteur associatif. Évidemment, une délégation de la mission du service public sans aucun financement qui va avec. Et cette délégation également
qui repose sur les avocats qui doivent intervenir. Et je vais reprendre l'expression de mes consoeurs Laurence Roch et Hélène Gacon, qui avaient indiqué, lorsqu'elles avaient été auditionnées devant la commission d'enquête, que nous, avocats auxiliaires de justice, on se retrouve aujourd'hui auxiliaires de l'administration. Ça n'est pas notre travail et on ne devrait pas effectivement passer par ça. Et pourquoi on en est arrivé à là? Il y a une question de moyens qui est indéniable, parce que nous qui accompagnons les personnes parfois en préfecture, on le voit aujourd'hui, les salles sont vides. Les salles sont vides. Là, aujourd'hui, là où hier, il y avait 3 guichets d'ouverts qui enregistraient toute la journée des demandes de titre de séjour, il n'y en a plus qu'un, et encore pas tous les jours. Donc derrière, effectivement, il y a un manque de moyens humains réel, un manque de personnel formé réel au service en charge des étrangers. Et puis le dernier point, effectivement, sur lequel pour le coup on en arrive là, c'est l'absence totale de dialogue. C'est-à-dire que la dématérialisation, ça fait un certain nombre d'années qu'elle existe. Mais auparavant, lorsqu'on écrivait aux préfectures, on arrivait à débloquer des situations, à obtenir des rendez-vous. Aujourd'hui, la plupart des préfectures ne nous répondent pas et rendent effectivement impossible de faire autrement que de passer par la voie judiciaire. Merci Elena. Du coup, oui, pour conclure, finir sur le dialogue qui est nécessaire, qui est aussi un appel de nos associations qui a été faite dans la tribune sortie aujourd'hui. Le dialogue, il est nécessaire avec les autorités. Et pour qu'il y ait le dialogue, il faut aussi que les autorités prennent en considération, prennent en compte en fait les violences et les atteintes aux droits qui existent. Et c'est une fois que cette prise en compte sera réelle qu'on pourra avoir un dialogue. Et s'il y a un dialogue, du coup, les autorités pourront demander, notamment aux préfectures par exemple, de respecter le droit applicable, de mettre en place des mesures qui évitent l'interprétation restrictive des règles, qui permettent le maintien d'alternatives aux procédures dématérialisées, puisque c'est quand même prévu par le droit applicable. Et aussi, pour que ce droit soit réellement appliqué, il faut les moyens. On l'a vu aussi avec les problèmes de dématérialisation. Sans moyens, il n'y a pas d'accès effectif aux services publics. C'est les raisons pour lesquelles on fait ces demandes aujourd'hui. Merci Julien pour cette conclusion et ces perspectives. Conclusion de cette table.